Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes sur Mondico Télévision et vous avez raison. Bienvenue dans votre émission Face à Face. Je l'ai toujours dit, la République démocratique du Congo a besoin des intelligences complexes pour son développement. Alors c'est sur cette émission que nous allons décrypter l'actualité, mais également donner des pistes, des solutions pour le développement de la RDC. Avec moi sur ce plateau, Maître Guigui Kwanza, qui est analyste politique actif. J'ouvre déjà la porte pour le recevoir. C'est une personne que nous allons parler de l'actualité, que nous allons décrypter l'actualité en République démocratique du Congo. Où vous savez, aujourd'hui, il y a le débat autour de la révision de la Constitution, 100 jours, j'ai dit, sous-minois, la prorogation de l'état de siège, mais également la gestion de la ville-province de Kinshasa. Maître Guigui Kwanza est déjà sur ce plateau. Voilà, comme je le disais dans mon introduction, Maître Guigui Kwanza, qui est déjà avec nous sur ce plateau, a dit nous allons décrypter l'actualité ici en République démocratique du Congo. Maître, bienvenue à Mondico, comme je le disais. D'abord d'entrée de jeu, l'accueil à Mondico, vous êtes entré. Quelle est votre impression par rapport à cette chaîne de télévision? En tout cas, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas match. Hein. Je suis passé dans plusieurs plateaux de télévisés ici au Congo. Je vois quand même qu'il y a une grande différence par rapport aux autres plateaux ici à Kinshasa. Ça commence à avoir presque la forme avec des plateaux de RTBF ou de RFI. Parce que souvent nous passons aussi sur France 24, de RFI. Mais au coup de chapeau à l'autorité morale de ce plateau, et plutôt de ce studio. Et aussi, j'ai trouvé que les journalistes sont aussi sympas et je suis vraiment fier d'être là. C'est pour ça que je suis venu répondre à votre invitation. Merci beaucoup, Maître Guigui Kwanza, pour vos impressions en ce qui concerne la chaîne de télévision Mondico Télévision. L'actualité oblige. Aujourd'hui, on parle de la révision de la Constitution. Pas plus tard qu'hier, lors de son meeting populaire à Kisangani, il est là pour une visite, le chef de l'État a également épinglé cette question. Vous êtes analyste politique. Quand on parle de la révision de la Constitution, est-ce que c'est le moment de réviser cette Constitution? Selon vous, pensez-vous que c'est le moment? Ce n'est pas un tabou de réviser une Constitution. C'est le président de la République qui convoque, qui demande à la révision de la Constitution à travers le Premier ministre et les chefs du gouvernement. Donc c'est partout au monde, hein, la Constitution peut être révisée s'il y a des couacs, s'il y a des choses qui ne répondent pas aux besoins de la population. Donc on révise la Constitution par rapport aux articles qui demandent que le peuple puisse s'y retrouver. C'est comme ça que le chef de l'État a demandé, avec la Première ministre qui est le chef du gouvernement, de voir dans quelle possibilité pour convoquer donc, le référendum pour essayer un peu de voir certains articles de revoir, parce que la Constitution, ce n'est pas un tabou pour réviser. Mais il y a des articles verrouillés qui demandent on ne peut même pas toucher, comme l'article 220. Même voilà. Les articles même clés, non, ça on appelle, ce sont des articles tangibles qu'on ne peut pas toucher. mais le débat c'est aussi autour de l'article 220 concernant le mandat. Pensez-vous parce que l'opposition est en train de dire qu'il y aura sûrement révision de cet article, mais dans l'esprit de cette révision, vous avez analysé les propos du chef de l'État. Comment avez-vous analysé ces propos vis-à-vis de cette constitution hier à Kisangani? Non, il faut que les gens ne changent pas le phrase du chef de l'État. Et il a bien dit. Je sais que beaucoup sont en train d'être agités par rapport à la révision de la Constitution parce qu'ils ne peuvent que voir l'article 220. Mais il y a beaucoup des articles de cette Constitution qui a été taillé sur mesure. Hein? C'est comme je peux dire les salaires de l'ancien président de la République. Le montant qu'on donne pour payer un ancien président de la République. Vous savez ça coûte combien? Ça coûte combien pour le pays? Donc, si vous restez seulement chez vous à la maison, vous payez 560 000 $ et vous êtes content et dites voilà, bon, je suis pour le peuple. Mais tandis que quand on regarde les anciens présidents des autres pays, ils ne touchent pas ce montant-là. Et ce sont parmi les articles aussi qu'on peut revoir. Hein? Des mandats à vie, donc un sénateur à vie. On peut revoir ça aussi. Hein? Et le mode de scrutin aussi sur il faut d'abord qu'il y ait la chambre basse, donc il faut d'abord trouver l'installation de bureaux provisoires et ça nous prend déjà 2 mois, 3 mois. Il faut le bureau définitif. Concernant ça nous prend publique. non, concernant l'Assemblée nationale. Okay.
Donc, et ça nous prend déjà encore 2 mois, donc presque 5 à 6 mois sans mettre un gouvernement. Vous savez, c'est ce qui nous sommes en train de perdre pour la République. L'exemple que je vous donne seulement au Sénégal. Okay. Donc, le président sénégalais qui l'a entré, donc, il a pris son pouvoir et une semaine après, ils ont installé le gouvernement. Mais nous, on était en train de chercher encore pour avoir le Wazora, comme la première dame, Madame Soumina, notre Premier ministre. Et aussi, pendant ce temps-là, jusqu'à ce jour, il n'y a pas encore de décollage. Donc, le pays ne décolle pas encore parce que, à peine, c'est la loi de finances qui vient d'être au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, en discussion d'ailleurs, il y a des motions contre d'autres ministres là-bas. Et c'est à peine que nous sommes. L'argent n'est pas encore logé dans le ministère. Donc, nous sommes en train de voir déjà que nous irons déjà 2025. Entre-temps, on doit payer les enseignants. Entre-temps, on doit payer les fonctionnaires. Entre-temps, il y a des grèves partout. Donc, tout ça, ce sont parmi des articles qu'on doit revoir pour gagner un peu de temps. L'installation du gouvernement, l'installation de la chambre basse ou la chambre haute. Et tout ça, donc, ça doit être un record de temps. Maître, il y a aussi une question qui se pose par rapport à cette révision de la Constitution. Est-ce que c'est une priorité en ce moment-ci? Ça fait partie des priorités de la République parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire à ce moment parce que la Constitution nous bloque. La Constitution a toujours été priorité partout au monde. Hein. Il y a des articles même, on peut dire aussi sur la double nationalité. Donc c'est un moratoire qui était depuis 2006. Le pays est bloqué pour ça aussi. Il y a des gens, nous voyons des Congolais, nos frères et sœurs qui sont en Europe, ils ont de double nationalité, ils sont des Belges, des Français. Mais ils sont ici, ils travaillent. Donc pourquoi ne pas voir cet article-là aussi? Ça fait partie aussi de la diaspora. Ce sont des articles, il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir et on ne peut pas laisser parce qu'on a calqué, on a pris de l'autre côté pour nous ramener ici. Nous sommes encore un pays en sous-développement, nous sommes en train de chercher comment sortir. Mais on ne peut pas nous mettre une constitution qui a été déjà taillée sur mesure par rapport à la Belgique et par rapport à la France, ce sont des pays qui sont déjà développés. Le chef d'État parle d'une constitution qui a de faiblesses, donc il y a nécessité de retoucher. Pensez-vous qu'il y a vraiment... C'est lui le garant de la nation. C'est lui le garant et le bon protecteur de la Constitution. C'est le choix de l'État. Il a vu, il a regardé, il discute avec le chef du gouvernement. C'est sur base de ça que donc on lui a proposé. Donc bientôt là peut-être comme le chef d'État dit qu'il y a une commission qui va mettre à don d'ici l'année prochaine, peut-être le mois de février, je ne sais pas, janvier, février, mars, pour essayer un peu de voir avec qui peuvent participer pour revoir encore certains articles. Mais on ne dit pas qu'on va, les chefs d'État est en train de bafouer sur la Constitution. Non, il les regarde parce qu'il a besoin de ce peuple. Il a besoin que ce peuple puisse se retrouver à temps réel. Pas pour installer un gouvernement, ça nous prend 6 mois pour installer un gouvernement. Mais pendant les 6 mois-là, il y a toujours des affaires courantes. Donc maintenant, si vous avez des situations pour signer des contrats à l'extérieur ou peut-être pour avoir des contrats avec la station qui est à l'est là-bas pour acheter les armes et tout ça, on me dit, mais il n'y a pas encore le budget. Il n'y a encore rien. Donc il faut attendre jusqu'à ce que le Parlement soit installé. Il faut attendre jusqu'à ce que le gouvernement soit installé. Il faut attendre ce qui doit être. Donc le chef d'État ne fait que respecter la Constitution, mais on doit mettre ça en record. L'opposition parle de cette révision comme étant le bouc émissaire de l'échec du régime Tshisekedi. Ils ont peut-être raison de dire ça au regard de tout ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce qu'il y a encore une opposition dans ce pays-ci? Qui est opposant de ce pays? Citez-moi qui est opposant de ce pays. Les chefs d'État lancés ici, ils parlent de dialogue. Tout le monde est en train de se poster pour venir dans le dialogue. L'opposition dans ce pays, c'est juste pour le poste. Donc, il se voit qu'ils sont chômeurs et il dit que non, voilà, c'est l'opposition. Citez-moi seulement qui est opposant. On a connu l'époque de Mobutu, quand on parle d'un opposant, on voit Papa Etienne Tshisekedi. On voit le Ngouz Kaliband, on peut citer. Aujourd'hui, il y a Martin Fayulu aussi. D'ailleurs, c'est lui qui a proposé le dialogue pour essayer de réglementer certaines choses. Ils doivent d'abord régulariser au niveau de l'Assemblée pour avoir un porte-parole de l'opposition. C'est par là on saura que non, voilà, il y a tel opposant dans ce pays. Mais tant que ce n'est pas encore, ils n'ont pas encore choisi entre donc un porte-parole de l'opposition. La Constitution a prévu ça. C'est ce qu'on attend, jusque le jour qu'on aura que voilà, il y a un porte-parole de l'opposition. C'est par là qu'on dirait que non, voilà tel opposant. Mais jusque-là, si je vous demande sur le journaliste, c'était moi qui est l'opposant. On va citer le Franck Diong, c'est un opposant. On va citer qui? D'autres qui sont partis faire des actions, des actes barbares au niveau
de l'Union européenne. Ce n'est pas ça l'opposition. Un opposant doit être là pour défendre l'intérêt de la République, pas pour son intérêt propre. Ok. C'est ça être opposant. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Maître Guigui Kwanza, qui est analyste politique. Nous sommes en train de décrypter l'actualité ici en République démocratique du Congo. On parle également de la prorogation de l'état des sièges qui fait débat. Au niveau de la société civile, il parle de cette prorogation comme une provocation, d'autant plus que l'état des sièges n'a pas porté des fruits. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Mais vous savez, mais quand on dit que ces ONG-là qui sont, oui, c'est vrai qu'ils sont en train de donner des rapports de situation de sécuritaire, mais ils ne parlent pas de la situation stabilité de la République. Vous savez, notre pays, c'est un pays social, très clément. C'est comme ça que nous sommes en train de se retrouver dans cette situation de l'Est du pays-là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même Mobutu, avant Mobutu même. Vous connaissez l'histoire des Moulélé, vous connaissez l'histoire des Kimba, vous connaissez l'histoire de tous ces gens-là. C'était même pendant, après Mobutu, il y avait tout ça. On a connu l'histoire de FDLR, AFDC, MLR, tous ces histoires-là, ce sont que des gens qui sont de... Il y a une partie aussi des Congolais qui sont en train de faire la rébellion. Parce qu'il va être ministre. Parce qu'on a compris que pour être ministre de ce pays, pour être ministre, il faut faire la rébellion. C'est ça, ce qu'ils sont en train de faire. Mais il y a l'insécurité, ils sont en train de causer l'insécurité pour leurs propres frères qui sont en train de tuer. Quand ils se réveillent le matin, ils disent non, je suis chef rebelle. Tu regardes les noms comme ça, vous connaissez même des noms qu'on cite là. C'est un Congolais qui sont matérialisés, qui sont sous l'emprise de Rwandais. Entre-temps, ils sont en train de piller nos richesses, tuer nos frères et nos sœurs. Mes chers amis, il faut aller à l'est du pays pour voir comment les gens sont en train de perdre des vies là-bas. Vous connaissez l'histoire de l'opération turquoise en 1994. Comment il y avait de déplacer des gens qui sont venus. C'était pour la guerre, non? De l'AFDEL. Qu'est-ce qui a donné? On n'a fait que perdre. Alors c'est comme ça que le chef d'État, par rapport aux résolutions, par rapport à la situation qu'il est en train de réfléchir pour la République, on ne peut que prolonger l'état de siège. Ce n'est pas dit que ça serait éternel. À un certain moment, déjà 84 prorogations, ça fait des... La Constitution, quand ça donne la possibilité au Parlement de prolonger, ce n'est pas un problème. On se réfère toujours à la Constitution de la République. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'élever cet état de siège et poursuivre avec les offensives sur terrain? On ne peut que lever si tout est en ordre. Donc ça veut dire que les militaires qui sont là, ils sont en train de se battre pour la défense de l'intégrité. Je crois peut-être à un certain moment, on va remettre le pouvoir aux civils. Je crois que Mobutu avait fait ça aussi à l'époque avec le général Lukulia qui était ici pendant l'entrée de l'AFDEL. Lukulia était le premier ministre, qui était le général. Il y avait le général Amela Lokimabati qui était gouverneur de la ville, qui était général. Donc il y en avait. Après, on avait remis le pouvoir aux civils. Donc, juste parce qu'il y avait une situation de sécurité, c'est comme ça que le chef d'État avait dit qu'il faut qu'il y ait d'abord le contrôle de l'armée. Dès qu'on a la sécurité, on peut se sentir, oui, voilà, au moins les civils maintenant peuvent reprendre leurs fonctions et ils vont reprendre. L'armée n'est pas, l'armée est là juste pour sécuriser. L'insécurité continue à battre son plein dans cette partie. Et la société civile décrit la surmilitarisation. Aujourd'hui, il y a des vols à main armée. Aujourd'hui, il y a des tueries. Et l'autorité de l'État, avec ces gouvernements provinciaux de militaires, n'a pas abouti à restaurer la paix. Il est temps d'échanger, mettre des civils. Mais il ne faut pas minimiser le pouvoir, il ne faut pas minimiser la force de notre force loyale. Donc les militaires qui sont en place, il ne faut pas minimiser leur résistance. Vous savez combien ils sont en train de perdre là-bas? Vous savez combien ils sont au fond là-bas? La société civile, quand ils parlent, mais qui nous amènent les armes pour aller finir la guerre là-bas. Donc quand on parle de l'insécurité, mais nous en avons partout. En plein centre-ville des Non, mais ce n'est pas seulement ici. Mais va aussi en France, il y a aussi l'insécurité. Hein? Les gilets jaunes nous attendaient là. Ils sont aussi en France. Même en Allemagne, on a tué même des gens. Ici, dernièrement, qu'on a renforcé la sécurité dans toutes les frontières de l'Allemagne. Que pendant 6 mois, ils vont parce qu'il y avait des tueries qui s'est passées dans la ville de Cologne, je ne sais pas dans quelle ville. Là. Mais c'est partout, l'insécurité partout. Mais nous ne sommes pas... Nous, la situation qui est, nous sommes agressés. L'Est du pays est agressé par les pays voisins. Ce sont eux qui nous créent l'insécurité.
pour venir saboter le pouvoir du chef de l'État. Ce ne sont pas les Congolais qui sont en train de gagner la sécurité. Si vous identifiez bien ces gens-là, leurs collimateurs qui sont toujours de leur côté. Tu parles le Rwanda ou l'Ouganda, tout ce monde-là. Les discussions à Luanda entre le ministre des Affaires étrangères de la RDC, la ministre d'ailleurs Thérèse Kayikwamba, avec le ministre des Affaires étrangères rwandais, n'ont pas abouti, pas plus tard que la semaine dernière. La première ministre parle du retrait de 4000 militaires rwandais sur le sol congolais, mais une information démentie par le Rwanda qui dit par exemple que non, votre ministre n'a pas rapporté une bonne information. Est-ce que pensez-vous que cette médiation du Luanda, de l'Angola, va aboutir à quelque chose avec cette controverse-là? Il faut que sur le plan diplomatique, il faut que ces dialogues, c'est normal. Il peut que tu vas toujours avoir des jeux de ping-pong, mais il y aura une résolution qui va sortir dans tout ça. Et le Rwanda ne peut que dire ça parce qu'ils ont des intérêts. Ils sont en train de réclamer que non, il faut que les intérêts puissent se retourner. Ils sont en train de réclamer qu'on puisse les désarmer pour que le militaire puisse... Ça, ce sont des faux fuyards. Ce sont des faux fuyards. Il nie toute implication non, mais dans cette guerre-là. Est-ce que vous avez attendu que le Rwanda accepte tout ce qu'on l'accuse par cette agression-là? Le Rwanda a déjà accepté. Même pendant que Biarman et Kagame, il y avait des crimes de guerre, le génocide qui s'est passé là-bas. Kagame avait déjà accepté. Il y a la situation qui est dans l'agression à l'est du pays. Les M23 qui sont là-bas. On a vu le Moutebousi, on a vu les autres là qui étaient là. Est-ce que Kagame a toujours accepté? Il n'acceptera jamais. Parce qu'il est en train de voir ses intérêts. Comment on peut dire que non, le Rwanda est devenu le grand producteur de coltan? D'où vient ce coltan? Donc alors, il ne faut pas dire que voilà, qu'ils sont en train de l'information de notre ministre qui n'était pas si... bon. Voilà, c'était une réaction coup sur coup. Hein. Non, mais bien sûr, parce qu'il y a eu des échanges. Hein. Ce qu'on les a demandé, ils ne veulent pas. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la zone tampon. Voilà. Cette zone tampon-là doit être entre nous, le Rwanda, et de côté Rwanda, et de côté nous, le RDC. La zone tampon, tout le monde doit reculer sur la frontière. Mais vous ne voulez pas reculer, vous voulez toujours rester à l'intérieur du sol congolais. Mais à ce moment, comment nous aurons les dialogues avec vous? Il faut quitter pour qu'il y ait le dialogue. Mais le Rwanda dit toujours que la guerre dans la partie est de la RDC, c'est un problème interne. C'est-à-dire que c'est entre Congolais et ils n'ont rien à voir avec ça. C'est une sorte d'hypocrisie ou bien ils disent la vérité? Quand tu parles de Sud-Informe, tu toujours un problème interne. Comment Bouguer est arrivé ici comme ministre des Affaires étrangères? Comment Bizumakara était venu ici comme ministre des Affaires étrangères? Les Bouguer, les James, le Cabaret Bella, comment ils se sont retrouvés sur le Congo? Parce qu'ils ont une mission pour venir prendre le pouvoir au Congo. Parce qu'ils veulent devenir donc le président de ce pays pour diriger ce pays. Alors c'est comme ça qu'ils disent toujours, il faut bon voilà, ce n'est pas notre problème, parce qu'ils ont pris des Congolais qu'ils ont mis devant. Hein? Des Congolais qui n'ont pas les soucis de leur peuple, qui n'ont pas les soucis de ce pays. On les met devant pour venir dire non, ce n'est pas nous, ce sont les Congolais qui sont là. Mais est-ce que, c'était moi, dans ce pays, qui est le producteur d'armes dans ce pays? Est-ce que nous avons une usine de production d'armes ici? Nous avons une usine de production des hélicoptères. Les tenues, les armes que nos forces loyales qui sont en train de détecter par-ci, par-là, ça vient d'où? Qui fait rentrer là? Qui fait alimenter le rebelle en question? C'est comme ça qu'il y a quand même des enquêtes. Notre pays est formé, il y a des gens qui sont bien formés, ils donnent bien les renseignements sur de l'État. Comment évaluez-vous cette diplomatie du régime Tshisekedi vis-à-vis de la guerre? Parce que au niveau de la communauté internationale, d'ailleurs Emmanuel Macron n'a pas cité l'agression rwandaise lors de la francophonie, sommet de la francophonie. Est-ce qu'on nous prend au sérieux? Vous savez que c'est une victoire d'abord la diplomatie du chef de l'État. À quel Parce niveau? que vous savez, aujourd'hui, vous attendez, il y a un peu le stationnement d'armes. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges militaires parce qu'il y a la diplomatie qui est en train de travailler. L'Amérique avait demandé que le Rwanda puisse se retirer de la RDC. Même le président Macron avait dit ça. Pendant l'arrivée du chef de l'État qui était là, le président Félix Tshilombo. Macron avait dit ça. Il dit qu'il demande au Rwanda de retirer les militaires sur le sol congolais.
Le chef d'État a bâti une bonne diplomatie. Le chef de l'État a bien répondu. Et parce que vous ne suivez pas, vous ne lisez pas, c'est ça le problème. Nous sommes toujours en train de regarder toujours, par exemple, je donne un seul exemple, non, fallait passer, oui, passer, JB passer. Mais dans le fond de la situation politique et diplomatique, il y a une grande réussite. Le chef d'État arrivé quand même à réussir à faire accepter au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, au niveau de la francophonie, le chef de l'État a dit ça. Même le président Vital Kamerhe était, il n'y a pas longtemps qu'il était en France au Parlement français. Il a parlé pour la situation de l'Est. Ils ont compris. Parce qu'on n'avait pas de lobbying, il n'y avait personne à des anciens régimes. Ils ne parlaient pas de ce côté-là. Mais aujourd'hui, parce qu'ils savaient comment ils étaient collimataires. Mais aujourd'hui, quand même, l'information, le chef de l'État est en train de montrer des preuves tangibles auprès de l'Occident et du Moyen-Orient, tout ce monde-là. Mais en parlant de l'ancien régime, c'est vrai qu'il n'y avait pas de lobbying, comme vous venez de le signifier, mais Kabila a mis fin au M23 en 2013, vous êtes sans ignorer. Vous savez... C'était une démonstration de force sur le terrain. Je me souviens à l'époque, le ministre de la Communication, Mendo Malanga, qui disait que non, le chef d'État Kabila a mis des moyens aux États-Unis, 500 millions, qui payent la RDC payer les 500 millions de dollars pour le lobbying américain. Ce n'était pas pour l'insertion, c'était pour le pouvoir, pour garder le pouvoir. Et nous, on ne paye pas cet argent, les chefs d'État ne payent pas cet argent-là. Lui-même, il parle. Il présente la situation sécuritaire de notre pays et les potentialités de notre pays. Voilà, Maître Guigui Kwanza est avec nous sur ce plateau. On parle de la situation sécuritaire de l'état de siège, mais également la question par rapport aux 100 jours de Madame la Première ministre Judith Suminwa. Quelle évaluation vous pouvez faire par rapport à ces 100 jours du gouvernement dirigé par Madame Judith Suminwa? Elle est positive. D'abord, c'est ce que dans les 100 jours ici, il y a de l'exploit. Je donne un exemple. Nous avons, vous connaissez, l'hôpital cinquantenaire. Okay. Ils avaient signé un contrat avec le gouvernement congolais qui devait ramener au gouvernement congolais, comme les deux côtés, le gouvernement congolais a mis 100 millions et il devait mettre 400 millions. Depuis qu'ils ont cet hôpital-là, ils n'ont jamais payé même un rond de 3% de redevance. Ils n'ont jamais présenté le bilan d'exercice budgétaire, de finances, les entrées, les sorties. Et aujourd'hui, Mme Soumina a pris à mettre fin du contrat des Indiens de puissance aujourd'hui. Parce qu'on doit remettre ces biens-là au peuple congolais. Nous avons de meilleurs médecins, nous avons de meilleurs cardiologues, gynécologues, chirurgiens. Alors, imaginez déjà ça. Si on va fouiner, on regarde, d'où va cet argent-là? Pourquoi ils n'ont pas eu à respecter l'accord? C'est déjà un pas. La continuité de la gratuité d'enseignement. Okay. C'est déjà un pas. Les problèmes des enseignants aussi, ça recule. Non, le problème des médecins ne finira jamais. Parce que nous avons un problème de PIB, donc de production interne, tout là. Mais avec ça, ce n'est pas en un jour qu'elle va changer le Congo. Nous, les Quinois, surtout les Quinois, on dit toujours quand à côté, le fait bonga. Non, le 100 jours est positif. Et je dis que cette dame, notre première ministre, Mme Soumina, qu'on lui donne la chance, qu'on donne la possibilité d'avoir la clé en main et elle va faire décoller encore ce pays. Vous savez, les mamans, ce sont de meilleurs gestionnaires. Hein? Les mamans sont de meilleurs gestionnaires. Donc, avec Mme Soumina, elle connaît déjà comment. D'abord, elle n'est pas novice, elle était une ministre. Elle était ministre. Justement, j'allais poser une question. Elle était ministre. Elle connaît, voilà, elle connaît la situation du pays. Voilà, oui. C'est ça. Elle connaît la situation du pays où il y a des problèmes de poches qui sont des poches vides. Supposons la situation comme on a fait la route qui va relier Mitten jusqu'à les rocades. Les rocades. Voilà. Hein? Vous savez, le budget qui est sorti, on avait des Congolais ici qui étaient comme le Premier ministre.
mais ils n'ont pas pu mettre ça en place. C'est déjà un pas. Maître, Vous voulez vous voyez seulement Kinshasa. Non, pas mais seulement dans les provinces aussi, il y a des routes qui sont en train de se faire. Oui, là, c'est dans le cadre de PDL voilà. 145 territoires. Mais les Congolais, aujourd'hui, on parle comme des Quinois, comme des Quinois. Les Congolais, les Quinois, ils ont Banzira, ça la mer, Boumou, Zala. Il y a la cherté de la vie. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore commencer par d'abord le pouvoir d'achat? Madame Justimina pouvait commencer par exemple par le pouvoir d'achat au lieu de construire des routes comme vous l'avez dit. Parce que l'enquête au niveau de l'hôpital du Cinquantenaire, c'est vrai, c'est une information à vous donner. Mais que demandent les Congolais? Mais pour quitter ici, là, dans votre plateau, ici, là où je suis ici, à Ipen pour aller jusqu'en ville, s'il n'y a pas de route, vous allez arriver comment? C'est le moyen de communication qui amène la possibilité de produire. Quand vous n'avez pas de route, comment vous allez arriver? Les choix de l'État a mis la route qui relie Bukavu-Vira. Cette route-là qui fait la production de maïs, la production de bananes, la production pour aller vendre. Si cette route-là n'existait pas, comment vous allez passer? Les choses sont en train de faire la route nationale, numéro 1, qui va de Kinshasa jusqu'à Bomata, agrandir et puis faire développer. Si les tracts là n'arrivent pas à traverser là, comment vous allez manger? C'est la communication, c'est ce qu'on appelle. Quand les routes, il n'y a pas de routes, les emboutages que nous parlons ici, c'est parce qu'il y a un problème de route. Et c'est comme ça qu'on donne la priorité de mettre le moyen de communication. Ça veut dire que les routes, c'est quand vous êtes même en Europe. Vous quittez Bruxelles, vous allez à Paris. C'est par voie de route, la communication qui se passe. Mais si cette route est en fonction, même la poste, même la lettre, même si vous voulez aller à l'hôpital, vous piquez une crise ici, qu'il n'y a pas une route qui va vous permettre d'arriver jusqu'à Maïmo. Comment vous allez arriver, donc on dit que partout il n'y a pas de route. Vous allez arriver comment? C'est ce qu'on appelle le moyen de communication qui produit l'argent. Donc avant de résoudre le problème du panier de la ménagère, il faut d'abord des routes. Mais pour aller au travail, il faut quand même avoir l'accès d'aller, non? Pour que, comme vous êtes arrivé dans votre service ici, s'il n'y avait pas de route, comment vous allez produire? Comment vous allez arriver? Une route, donc un tronçon de 15 km, vous faites 4-5 heures du temps pour 15 km. Il faut d'abord régulariser ça et puis il y aura la possibilité de production. Vous voulez faire venir la nourriture vers le bas Congo, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Comment vous allez manger? Panier d'aménageur, vous allez manger comment s'il n'y a pas de route? Vous allez transporter sur la tête pour amener ici. Vous avez fait combien de jours? Donc le bilan est positif au niveau de 100 jours de Mme Juliette Semina. En tout cas, moi j'applaudis. Elle est en train de bien décoller. Jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas le changement que je peux dire que non, son bilan est négatif. Non, c'est positif. Voilà, nous allons parler également de la gestion de la ville-province de Kinshasa. Vous habitez Kinshasa. Aujourd'hui, il suffit qu'une seule goutte de pluie, j'ai dit ça comme ça, qu'il y ait des morts, des inondations et tout ce qui va avec. Est-ce que la ville est très bien gérée aujourd'hui? Bon, je peux dire que je ne sais pas comment je dis prédécesseur. Bon, jusqu'à preuve du contraire, il y a un nouveau qui vient d'entrer. C'est même pas, il n'a pas encore 100 jours qu'il vient d'entrer. Donc ça veut dire que je ne sais pas s'il a trouvé quelque chose à la caisse. Donc aussi dans la culture de notre pays, quand l'autre quitte, donc c'est pour vider la caisse pour que l'autre puisse voir comment la possibilité de trouver le moyen pour relancer le projet qui est sur la table. Mais c'est que j'ai vu la présentation du gouverneur de la ville, et il a présenté son budget, je crois que c'était avant-hier. Le projet Kinshasa et Zobonga. Le projet Kinshasa et Zobonga, quand même il a eu avoir les partenaires pour financer. Donc de ces projets-là, c'est un coup de chapeau, on ne peut qu'y accompagner parce qu'il faut qu'il y ait le suivi. Donc quand il n'y a pas de suivi, c'est ça qui fait défaut. On parle beaucoup, mais on ne fait pas beaucoup. Donc on doit parler moins pour faire beaucoup. Donc c'est ce que je souhaite de bonnes chances avec le nouveau gouverneur, c'est pas facile. Vous savez, Kinshasa, la grandeur de la ville ici, c'est presque même une grandeur, presque même supérieure avec les Gabons. Les Gabons ici peuvent rentrer, les Gabons, le Congo, Brazzaville, le Rwanda. Il y a au moins 4 pays ou 5 pays qui sont dans la ville de Kinshasa. Nous avons au moins plus de 20 millions d'habitants ici.
Mais si vous allez au Congo-Brazzaville, donc ils sont à 5 millions. Gabon, ils sont à 3 millions. Et Togo, ils sont à 2 millions. Donc 3 millions, je peux dire. Ok. Donc au moins 5 pays dans la capitale ici. Et ce n'est pas facile. Mais on Je parle sais également que- de pistes et de solutions, puisque vous êtes analyste politique. Quelle serait peut-être, selon vous, la solution pour mettre fin à l'expansion démographique? Vous avez parlé de 20 millions d'habitants qui sont seulement ici, le centre-ville Kinshasa, Matongé, Gombe et tout. Est-ce qu'on ne peut pas créer de nouvelles villes pour essayer de mettre fin à cette folie immobilière au niveau de... Mais du c'est ça centre que Kinshasa? c'est ce que je suis de dire que le gouverneur a présenté son projet de société avec le bilan, avec le budget plutôt. Donc ça veut dire qu'on donne la chance. Nous avons d'abord, tout ce que nous avons, ce sont des anciennes configurations de Belges. Ah oui, oui. Donc, alors, il y a possibilité de créer de nouvelles cités, désengorger la ville avec les routes, avec la possibilité d'avoir la volonté, et cette volonté-là, si un Congolais accepte qu'il est Congolais, il doit avoir la volonté d'arranger son pays. Mais qui s'il n'est pas Congolais, donc il n'accepte pas d'arranger ce pays, donc ce pays n'est pas Congolais. Donc c'est ces personnes qui vont piloter tous ces projets-là doivent avoir d'abord l'esprit des Congolais, d'abord avoir dit que non, c'est mon pays, Ok. ici c'est ma ville. Je dois travailler pour montrer demain que... Je vous donne un exemple. À Goma, il y a un tronçon, je crois, qui sort de l'aéroport jusque dans la ville là-bas. Tu vois, c'est 7 km ou 8 km. C'est lui qui avait érigé, c'était Comte de Ville à Kikanda. Ok. Il était gouverneur à cette époque là-bas. Il n'était même pas... Il n'était pas originaire, même pas voilà. Il n'est pas originaire du originaire Nord Nord Kivu. Kivu. Il est du Bas-Congo. Donc, jusqu'à ce jour, les gens, même si tu vas au nom de Côte de Ville, quand ils vont te voter, même là-bas, tu vas sortir même député. Parce qu'il avait cet esprit congolais. Et si cet esprit vient aussi avec les autres Congolais qui sont à Saint-Kinshasa, qui sont dans le gouvernement provincial, qui veulent accompagner le gouverneur, que tous les travaux, que tout ce qu'on va lui confier comme mission, qu'ils réalisent. Qu'on ne nous amène pas des Chinois qui vont, qu'on nous amène pas des Chinois, qu'on nous amène pas des Chinois, ça veut dire que il y a ces questions de qualité, première qualité, deuxième, troisième qualité. Les Belges ne ont pas ces premières qualités. Les routes, c'est de 1958, 1960 que les routes ils ont fait. Mais c'était des qualités belges. Ouais, mais voilà, on doit confier la ville avec des sociétés sérieuses, avec des sociétés qui vont répondre aux normes internationales. Ça veut dire que si le véhicule passe, donc ça veut dire que cette loi peut exister pendant 50 ans. Donc c'est ça, ces personnes que nous avons besoin, des sociétés comme ça. Pas des sociétés fictives, là où on vient parce que son frère, son cousin, là, crée une société, pour le donner, il va chercher des matériels, il nous amène des trucs ici, bidons, et voilà. Mais ça se passe dans ces régimes. Non. Moi, dans ces régimes, moi, je dis par rapport à notre nouveau gouverneur, qui est avec son gouvernement, que ces personnes, que ces collaborateurs, donc son gouvernement, puissent avoir l'esprit, esprit comme de ville à Canada, je peux dire. Oui. Donc, d'accepter, d'assainir la ville avec un bon cœur. Pas pour prendre, pour aller s'enrichir, mais faire enrichir le pays. Laisser les traces, qui dit que non, voilà, moi j'étais ministre des Transports de la ville ici, le ministre provincial de Transport, le ministre des Transports national, et voilà, j'ai laissé des traces où je suis passé. Mais aujourd'hui, on ne sait même pas les évaluer. Après mandat, on ne sait pas... Il n'y a pas l'autopsie pour ça, mais c'est la volonté. C'est avoir l'esprit congolais, l'esprit quinois. Voilà. Vous avez un vrai quinois. Les quinois s'aiment d'abord de lui-même. Un quinois d'abord. Il s'accepte d'abord de lui-même que je suis quinois, il est fier. Alors, on doit être fier aussi quand on reconstruit aussi notre ville. Quand vous êtes ministre des Transports ou des Communications, vous êtes ministre de l'urbanisme, vous êtes ministre des Affaires foncières, toutes ces attributions-là, c'est ça ce qu'on peut dire que voilà, on a vu quand même les travaux sont en train de se faire avec des normes internationales. Pas avec des trucs que vous allez nous mettre seulement parce qu'on a jeté le goudron, les victimes, on nous met là, on dit on a fait la route. Après 6 mois, donc on commence à se plaindre encore sur le même. Non, il faut des sociétés renommées. Maître Guigui Kwanza, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Aujourd'hui, avec cette politique qui est mise en place, j'ai envie de poser cette question, qui met en place le chef de l'État Félix Tshisekedi. Est-ce que le développement est possible? On peut s'attendre vraiment à un développement. Parce que si on met le micro-baladeur aujourd'hui, il y a une sorte de désamour au niveau de la population par rapport à l'engouement
de la campagne électorale, est-ce que les Congolais, les Kinois en particulier, peuvent s'attendre au développement? Mais bien sûr, c'est pour ça que le chef d'État demandait qu'on doit réviser la Constitution parce qu'on a besoin de développement. C'est par là que ça commence le développement. Quand le chef d'État doit dire que l'on doit réduire le pouvoir pour installation du gouvernement ou installation de 2 chambres. Mais il doit aussi réduire les émoluments des députés. Il a lié à la campagne électorale 21 000 $. Non, le président de l'Assemblée avait dit qu'aucun député touche 21 000 $. Il y a des preuves de paiement de chaque député, c'est 12 millions de francs congolais, je sais pas, ça fait la valeur de 5 000 $. Plus quand on enlève des taxes, peut-être c'est autour de 4 500 $. Le président de l'Assemblée a dit ça, il n'y a pas longtemps. Il a bien cité, il a ce qu'a dit Denis Sessanga. Mais Denis Sessanga ne peut que dire ça parce que peut-être lui il a des sous-cartes, je ne sais pas. Il était lui-même mais la banque, quand la banque vous donne ce que vous avez, les gens confondent être député. Il y a aussi des députés qui travaillent dans l'administration du président de l'Assemblée nationale. Il y a des commissions qui sont là, il y a 10 commissions qui sont votées là. Ils ont un budget, à part par rapport à la commission, c'est comme des bureaux. Les gens travaillent avec son administration, ils doivent avoir un bureau. Il doit fonctionner. Voilà. Alors, si vous allez en mission, vous voulez aller en mission, par exemple, je dis en Ituri ou à l'École et tout ça là, vous allez partir avec on vous donne le frais de mission, non? Ces frais de mission peuvent vous donner 2 000, 3 000 $, 4 000 ou 5 000 $. Si vous mettez avec vos 5 000, ça fait combien? 10 000, n'est-ce pas? Si vous avez 4, 5, 10 missions comme ça qu'il faut aller par rapport à la station de l'Est du pays ou par rapport à la station de l'Angola et par-ci, par-là, vous voyez seulement l'Est, il y a aussi l'Angola que nous avons des problèmes. Okay. Vous avez aussi l'Ouganda qui est avec les Kisangani qui sont là-bas, il y a des Bomboro qui sont là-bas. Il y a aussi des problèmes. Nous avons des problèmes dans les frontières parce qu'on ne le dit pas, mais vous voyez seulement une partie. Donc c'est comme ça que quand on envoie des missionnaires, on envoie des personnes en question, donc on les donne des frais de mission, on dit que non, voilà, il a touché 25 000. Ce n'est pas tous les députés qui touchent le bon, parce qu'il y a des groupes parlementaires qui sont là, qui travaillent. Alors, pourquoi des émoluments qu'on ne peut pas comprendre? C'est comme on dit, vous avez des primes, vous avez un salaire, vous avez aussi des primes par rapport à ça, par rapport à ceci là, qui peut faire votre enveloppe. Okay. Alors, pourquoi il faut toujours se dire que non, moi j'étais là? Pourquoi il n'avait pas démissionné alors? De laisser de ne plus être député ou de ne plus faire campagne l'État pour devenir député. Pourquoi? Entre-temps, les enseignants sont en train de périr. On ne va pas... Les problèmes des enseignants... Mais ce n'est pas seulement ici les problèmes des enseignants, même en Europe, il y en a. Parce que nous suivons notre politique nationale ici, mais il faut suivre la politique internationale. La fois passée, j'étais en Belgique, j'ai vu... il y avait l'embouteillage terrible, j'ai filmé, j'ai dit, mais on dit seulement le Congo qui a l'embouteillage, mais regardez ici. Mais je dis, d'ailleurs, ici, il y a l'embouteillage, mais chez nous, il n'y a pas d'embouteillage, ici, dans ce pays. D'abord, je parle d'avec Niger. Ce sont des chauffards qui sont dans ce pays. Donc, moi, si demain que le chef d'État me donne le pouvoir de ministre des Transports, je vais mettre d'abord à tous les chauffeurs, taxis ou les recyclages pendant 3 mois. Si tu n'as pas ce document-là de recyclage, comme code de la route, vous devez connaître d'abord le code de la route, vous ne serez pas chauffeur. Directement, si vous prenez le volant, vous mettez directement au cachot. Parce que ceux qui causent les embouteillages, ce sont des chauffeurs. Okay. Parce que celui qui a le code dans sa tête, il dit non, priorité à droite, priorité à gauche. Je ne peux pas laisser, donc tu rentres, donc tu es pressé. Et quand tu regardes la plupart des pressés, donc vous êtes arrêté dans un bar là, où vous êtes en train de prendre un pot quelque part, parce que vous êtes pressé, vous voulez toujours créer des histoires qui ne... Il n'y a pas d'embouteillage. Nous avons le problème d'embouteillage avec les routes. Mais en soi, ce sont des chauffards. Maître Guigui Kwanza, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Peut-être votre mot de la fin par rapport à cet entretien qu'on a eu ici. Non, je suis très content. Je remercie d'abord vous, monsieur le journaliste, merci beaucoup. De m'avoir accepté dans votre plateau. Je crois que ce ne sera pas la première et la dernière fois. Okay. Quand il y aura toujours besoin de mon expertise, je viendrai toujours avec des éléments tangibles. Okay. Parce que nous avons besoin de faire parler de notre pays, de faire connaître les vrais et les dangers de notre pays, les situations, le nœud de problème de notre pays. C'est à travers vous, le cinquième pouvoir, okay, qui est le média. Donc, c'est comme ça que nous passons pour essayer un peu de remettre, de donner ce que nous pouvons donner. Mais à tout moment, je suis dispo et vraiment, je félicite le propriétaire de Mandico. Et avec tout ce que j'ai vu ici, beaucoup de chaînes n'en ont pas. Surtout vos caméras et tout ce que vous avez ici, c'est professionnel.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, Maître Guy Kwanza, analyste politique qui était notre invité dans ces face-à-face. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, de votre attention soutenue. On se retrouve très prochainement avec le même travail, la même détermination. Le Congo a besoin des intelligences complexes. Au revoir.